Bienvenue sur Oli et Thanato, le podcast qui parle de la mort et des deuils pour les vivants. Je suis Charlène, accompagnante des deuils et facilitatrice des transitions de vie. Pour se reconstruire d'une épreuve, il faut la comprendre, mettre les mots, trouver des outils et un cadre qui nous permettent de l'intégrer à notre histoire et à notre quotidien. C'est pourquoi je reçois des experts et expertes qui viennent aborder le concept de finitude et de deuil à mes côtés. Ressources thérapeutiques, outils de connaissance de soi, concepts théoriques ou philosophiques, ces interviews ont pour but d'apporter un regard nouveau sur la mort. À travers ces partages, j'aspire à pouvoir démystifier le deuil sous toutes ses formes et vous fournir les moyens de faire preuve de résilience pour vous reconstruire. Tout de suite, place à notre expert. Bonjour à tous, je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Gauthier dans un nouvel épisode. Merci Gauthier déjà pour ta présence, merci aussi pour l'épisode qui va suivre et merci pour les échanges qu'on a pu avoir en off sur de multiples sujets, dont un sujet qui nous est commun, on va dire, mais voilà, ça c'est un petit spoiler pour laisser un petit peu de suspense et laisser les auditeurs et auditrices présents tout au long de l'épisode. Et puis, je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. Eh bien, bonjour, merci à toi. Je m'appelle Gauthier Dekerff, donc j'ai 38 ans. Mon métier est biographe, que j'aime aussi intituler écrivain de famille. Et j'ai donc fondé Écris ton histoire depuis maintenant un peu plus de 2 ans et demi pour permettre à tous ceux qui veulent écrire leur vie ou une période précise de leur vie, les accompagner dans leurs écrits jusqu'à l'impression du livre. On reviendra pour plus tard sûrement sur ce point important qui est l'accomplissement. Et donc c'est pour moi un très joli moyen de transmettre et d'aider à transmettre et de rapprocher mes clients avec leurs proches à travers l'écriture, tout à fait, voilà. Merci pour cette belle présentation. On va parler du coup d'écriture, on va parler de transmission, on va parler d'accompagnement, on va parler de réalisation, on va parler de vie en fait, mais de vie et de mort, de vie et de deuil. Et justement, la première question peut-être que j'ai envie de te poser, c'est en quoi l'écriture, de manière générale, ça peut être un outil pertinent sur le chemin du deuil. Exactement. Alors, en fait, ce qui est très intéressant pour moi, comme pour mes clients, c'est qu'on se rend compte que le deuil est permanent autour de nous. Et le fait d'écrire, il m'est arrivé d'ailleurs une expérience assez intéressante, c'est que j'étais en train d'écrire avec une cliente qui parlait du deuil et vivait le deuil en même temps dans le présent. Donc, ce que j'aimais bien avec elle, à travers nos échanges et à travers ses écrits, c'est qu'on se rendait compte que l'écriture avait une vertu vraiment purificatrice pour elle. Et donc, elle permettait à la fois de penser, alors là je vais faire un petit jeu de mots, désolé, mais de penser et donc de penser, P-A-N-S-E-R, ses blessures, à la fois dans le passé et à la fois dans le présent. Donc, c'est un outil thérapeutique. Alors, moi je précise toujours dès le départ, comme ça met tout le monde d'accord, je ne suis pas thérapeute, même si très vite on en parle et on parle de cet outil thérapeutique qui est l'écriture. Mais voilà, je ne suis pas thérapeute. Par contre, j'aime parler de ce que j'ai vécu avec les autres, et donc du coup, je parle de ce que je sais puisque je les ai vécus en fait. Voilà. Donc, elle permet de rapprocher. L'écriture permet de rapprocher en fait ce qu'on aime dans le fait d'écrire, et surtout avec l'écriture, on fait une introspection et on décrit les personnes. Donc, c'est hyper intéressant de voir que, enfin moi, je sais pas pour vous, mais quand j'écris quelque chose, et surtout soit un objet ou une personne ou un lieu, j'ai vraiment l'impression soit de vivre dans ce lieu, soit d'être à côté de la personne que je décris, et ça fait énormément de bien. Voilà. J'aime bien dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, on se décrit autant soi que les autres, soit au passé, avec un regard du présent pour quelque chose qui sortira et qui trouvera une certaine matérialité par cette notion de livre dans le futur. Je trouve qu'il y a un peu ce côté espace-temps qui se confronte en fait d'une certaine manière, je trouve, dans l'écriture. Et j'aime bien cette notion d'introspection, comme tu le dis. Je pense que ça permet de poser un nouveau regard, de pouvoir mettre aussi à l'extérieur de soi. Et on y reviendra de manière plus globale après. Et justement, ça peut être aussi la question que je peux te poser, c'est que tu as appelé justement ton entreprise Écrire son histoire. Et c'est quoi les intérêts et les bénéfices un peu à écrire son histoire ?
D'autant plus que je l'ai vraiment nommé «Écris ton histoire» parce que je voulais tutoyer les personnes et donc être proche de ces personnes. Et puis, bon, on y reviendra peut-être, mais le fait de tutoyer était pour moi très intéressant et très important parce que je voulais m'adresser à des personnes jeunes, et bien sûr plus ou moins jeunes. Mais on y reviendra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le fait d'être biographe et d'accompagner les personnes dans l'écriture, ça me donne une certaine légitimité à poser des questions qu'on pose pas toujours au quotidien ou qu'on n'ose pas poser. Et donc, il m'est arrivé parfois de briser la glace et de poser des questions qui peuvent être un peu... alors, je le fais pas tout de suite dès le premier rendez-vous, mais voilà, parler de deuil est intéressant parce que ça permet à la personne de se libérer. Et souvent, on veut protéger les personnes en souhaitant ne pas parler de ce que la personne vit, alors qu'en fait, ça peut être tout l'inverse. Et le fait d'en parler pour l'écriture, hein, bien sûr, je parle toujours que pour l'écriture. Souvent, j'ai des clients qui me disent merci, ça m'a fait du bien en fait d'en parler et de l'écrire. Donc voilà. Donc c'est un très bon moyen de purifier. L'écriture est un très beau moyen de purifier et donc de vivre grâce à l'écriture avec le deuil. Et c'est beau parce que dans ce que tu dis, en fait, il y a autant mêlé l'oral, tu parlais de la parole, le fait d'en parler, à l'écriture. Et donc finalement, j'ai envie de dire deux moyens, deux leviers, deux outils parmi tant d'autres, hein, et chacun trouvant les siens. Mais justement pour mettre nos émotions à l'extérieur de nous et pouvoir y porter un regard, avoir un regard d'observateur, un regard un petit peu plus objectif et de réellement qu'est-ce que ça dit de moi, qu'est-ce que ça vient montrer aussi en moi. Et comment on pourrait dire d'une certaine manière, comme tu l'as dit, tu vas pas forcément l'aborder dès le premier rendez-vous. Ça fait du bien parce que ça permet de poser un regard sur sa propre histoire. Écris ton histoire, justement, c'est pas pour rien, comme tu l'as dit. Et est-ce que tu dirais que justement, dans le deuil, ça peut faire partie aussi de, entre autres, peut-être que ça peut arriver à d'autres moments, de cette phase de reconstruction et de renaissance. Tu sais, dans le deuil, il y a alors il y a plein de modèles. On peut parler du modèle d'Elisabeth Kubler-Ross avec les différentes étapes, comme il y en a d'autres. J'aime bien parler du modèle des saisons aussi, où j'en ai parlé avec Clémence dans un épisode. Mais on va dire de manière générale, si je devais te donner deux grandes phases, il y a cette phase où on a plus un regard vers le passé, vers ce qui nous manque, vers ce qu'on a perdu, vers ce qu'on n'aura plus, vers cet aspect plus négatif, plus difficile. Et à un moment, on arrive et je pense que d'ailleurs cette expression va te parler, on arrive à porter un regard plutôt vers le futur. Et moi, j'aime bien dire plutôt que de tourner une page, expression que je trouve assez dure, on écrit un nouveau chapitre. Et pour écrire un nouveau chapitre, il faut qu'il y ait des chapitres précédents, sinon généralement on comprend rien à l'histoire. Est-ce que du coup tu dirais qu'il y a un petit peu cet aspect-là? Est-ce que ça vient plus sur cette phase où on porte un regard vers le futur? Est-ce que ça peut arriver à n'importe quel moment? Peut-être un petit peu des vécus et des partages avec tes clients, qu'est-ce qu'il en est? Ouais, c'est hyper intéressant. Alors, la première chose qui me vient en tête, c'est que lorsque l'on écrit, on a besoin de remettre un peu ses idées au clair. Et il faut aussi... souvent, il m'arrive d'expliquer à un client que lorsqu'il m'amène des écrits, en fin de compte, ce n'est qu'un brouillon de ses écrits. Mais ça lui a permis de mettre les choses au clair. Ça lui a permis parfois de trouver un fil conducteur dans ses écrits qu'il n'avait pas, ou ça lui a permis d'avoir une écriture beaucoup plus intuitive et de libérer vraiment ses émotions. Mais en tout cas, l'écriture permet ça. Alors, faut voir dans l'écriture certaines phases. Hein. Il y a une phase 1 qui peut être justement l'écriture intuitive, où on va libérer ses émotions. Mais il y a aussi l'écriture où on va être un petit peu plus réfléchi, parce on est justement passé par la phase seconde, et donc du coup d'avoir une chronologie. Donc c'est vraiment le premier truc qui me vient en tête, c'est de dire que en tout cas, écrire sa biographie permet d'avoir cette chronologie. C'est-à-dire que quand vous avez une chronologie, vous allez être capable de remettre le passé dans l'ordre. Et alors, pour moi, ça a double sens, ça a d'autres vertus, mais le fait de remettre son passé dans l'ordre permet de savoir où on va, et donc du coup d'écrire une nouvelle page, et pas forcément de tourner la page, parce qu'en fait, comme tu le disais très très bien, c'est parce qu'on se souvient de ce que l'on a vécu que l'on peut vivre et qu'on est OK avec ce que l'on va vivre. Et donc, quand on parle du deuil, il est très important de se rappeler de qui était la personne pour pouvoir accepter que maintenant elle est
avec nous, mais d'une autre façon, d'une autre manière. Et donc, du coup, d'accepter aussi sa présence, alors ça va paraître un peu bizarre ce que je vais dire, mais d'accepter sa présence sans qu'elle soit vraiment présente avec nous, physiquement. Et ça, c'est hyper important parce que sans cela, sans avoir écrit sur cette personne avant, sans avoir compris ce qu'elle était pour nous avant son départ, eh ben, on peut pas réellement comprendre comment elle peut être présente avec nous. Voilà. Je sais pas si je suis très clair. J'espère que j'ai pas perdu. Tu m'as peut-être déjà entendu le dire dans certains épisodes et parfois j'ai vraiment l'impression de me répéter, mais je vais le redire une nouvelle fois. La répétition a du bon. C'est cette phrase qui dit « Le deuil, c'est transformer l'absence extérieure en présence intérieure ». Et je trouve que ça fait vraiment écho à ce que tu viens de dire, en fait. Bah, tu l'as dit beaucoup mieux que moi. C'est exactement ça. C'est pas de moi. Hein. Il faudrait que je retrouve de qui c'est. Janine Pilot. Ça y est, le nom m'est revenu. C'est exactement ça. Et l'écriture va amener ça au deuil. En tout cas, c'est vrai que c'est très important quand quelqu'un me demande de l'accompagner dans ses écrits, qu'elle me parle de deuil. Je l'écoute. Et tout à l'heure, tu parlais donc justement du fait de parler et après d'arriver sur les écrits. L'un ne va pas sans l'autre. En tout cas, quand on écrit à quatre mains, c'est-à-dire que quand on écrit tout seul face à sa page blanche ou à son ordi, on fait une introspection qui est très très solitaire. Donc c'est vraiment un voyage hyper solitaire. Et en fait, quand on écrit avec moi, il n'y a pas cet aspect solitaire. C'est-à-dire que la personne est obligée de parler pour pouvoir décrire ses émotions et après, à moi de la retranscrire. C'est important de le préciser, c'est que dans Écris ton histoire, donc c'est sous système de séances, c'est des séances d'écriture. Donc par exemple, je fais 2 heures de séance d'écriture avec une personne et on va se revoir la semaine ou dans 15 jours. Et en fait, je lui propose toujours les écrits sur ce qu'elle m'aura raconté ou ce qu'elle m'aura proposé comme écrit. L'idée, c'est d'avoir toujours un exercice. Ça lui évite la page blanche. Et donc, du coup, d'avoir cet accomplissement. Et après, à moi, de toute façon, on ne peut pas écrire si on n'est pas humble et si on n'accepte pas des critiques et si on n'accepte pas de tout recommencer. À moi de lui dire, c'est OK si tu veux qu'on supprime tout et qu'on recommence à zéro. Mais je serai toujours là pour l'accompagner. Et donc, en fait, cette personne, à travers l'écriture et à travers mon accompagnement, comprend qu'elle est dans l'action et en fait elle arrive à quelque chose. Il n'y a rien de pire que de vouloir écrire quelque chose et de ne pas y arriver. Ça, à l'inverse, ça peut être hyper douloureux et donc du coup quand on est en deuil, c'est hyper compliqué. Donc, l'écriture, c'est à la fois quelque chose de très très simple parce qu'en fin de compte, ça existe depuis toujours, hein, et à la fois de très compliqué parce que c'est nous-mêmes qui nous mettons nos propres barrières. Voilà. Et ben, je dirais que c'est un peu le symbole du fait de lâcher prise et d'accepter de dire j'écris quelque chose et grâce à cette écriture-là, je vais être dans l'action et donc du coup être amené à trouver un nouveau résultat. Voilà. Et donc ça, c'est hyper important. Dans ce que tu dis, c'est marrant, c'est que je parle souvent du chemin du deuil. J'ai l'impression qu'il y a le chemin de l'écriture aussi, avec différentes étapes. Et dans la manière dont ça me vient, c'est de me dire... comment peut-être ces deux chemins peuvent se juxtaposer, comment le chemin du deuil rencontre le chemin de l'écriture, ou dans l'autre sens. Je disais tout à l'heure les différentes étapes, même si c'est pas un modèle qui me parle, je sais que ça peut être des points de repère aussi pour les auditeurs, auditrices qui nous écoutent, ces notions de choc, de déni, de colère, de tristesse. Je sais que tu as parlé à un moment de l'écriture intuitive. Est-ce que peut-être selon les différentes étapes que les personnes en deuil d'ailleurs d'un proche, d'un animal, de tout être vivant, ou alors d'une situation, ce que j'appelle plutôt les deuils symboliques et les morts symboliques, est-ce qu'il y aurait peut-être différents conseils d'écriture, différents bénéfices à l'écriture selon telle ou telle phase, selon telle ou telle étape du chemin ? Oui, complètement. Tu as raison. En fait, si on prend les 7 étapes du deuil, qu'on peut faire dans l'ordre ou dans le désordre d'ailleurs, je pense que tu es d'accord avec ça. Carrément. Moi, pour l'écriture, je dirais que le choc, c'est un peu compliqué d'accompagner l'écriture, parce qu'en fin de compte, ça va être la cause, et c'est ce qui va permettre d'avoir envie d'écrire. Mais au-delà de ça, les 6 autres sont des étapes où l'écriture peut permettre. C'est vraiment un outil thérapeutique, l'écriture. Et donc, du coup, quand on est dans le déni, c'est un mécanisme de défense. Et le fait de ne pas être d'accord, de refuser cette information, d'avoir perdu quelqu'un,
l'écriture va permettre, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, elle va permettre de remettre les choses au clair. Et donc, du coup, de vivre avec ça. Et donc, ça va permettre l'acceptation. Bon, ça, c'est la deuxième étape du deuil. Le troisième, c'est la colère. Et ben là, je pense que je vais répondre à ta question pour une fois. C'est que l'écriture intuitive permet vraiment de se libérer de cette colère. Alors, l'écriture intuitive, imaginez-vous avoir une feuille de papier, un crayon, et d'écrire sans lever son crayon. C'est-à-dire qu'on écrit sans s'arrêter. Voilà. Et ça, c'est hyper important parce que quand on est en colère, quand je dis ça, j'ai une image en tête d'un enfant qui va vouloir faire un dessin et puis il est en colère et là, il va gribouiller sa page. C'est un petit peu l'idée. Voilà, on va venir gribouiller une page avec des mots et donc du coup on va libérer, désolé pour le deuxième jeu de mots, mais on va libérer les mots et donc c'est son mal-être. Ce qui est très important, c'est de ne pas se restreindre en fait à cette liberté d'expression et d'être d'accord avec cette écriture intuitive et je dirais même de ne même pas réfléchir à ce qu'on est en train d'écrire. Si ce sont des insultes, c'est des insultes. Si c'est des mots d'amour et de dire ce sont des mots d'amour. Et donc, ça permet vraiment d'avoir cette écriture intuitive. Donc, la quatrième étape du deuil, c'est la dépression et donc la tristesse. Et alors, là, pour le coup, je pense que tout le monde va être d'accord avec moi, c'est qu'il y a de très, très belles œuvres qui ont été créées pendant des moments de dépression et de tristesse. J'avais fait un post sur Instagram où j'avais repris notamment Nirvana, j'avais repris... je pense à Jacques Brel aussi, qui, je pense, avait dit à la télé que les plus belles chansons d'amour qu'il avait écrites, c'était lorsqu'il était en rupture voilà. Et je pense que c'est un peu vrai tout ça. On a besoin d'être dans un état, on a besoin de créer un état d'urgence pour créer. Et donc parfois l'écriture permet de ressortir un peu cet état de dépression. Et donc, du coup, c'est un petit peu... Alors, c'est paradoxal, on a à la fois besoin d'être triste pour pouvoir créer, parfois, et en même temps, grâce à la création, on se libère de cette tristesse. Donc, il y a un effet yo-yo qui n'est pas forcément toujours agréable, mais ce qui est hyper important, c'est d'être d'accord avec ça. Et donc, du coup, quand on est dans cette étape du deuil, qu'on est en pleine dépression, en pleine tristesse, le fait de créer, et c'est là où j'arrive sur le fait d'accomplir et d'aller jusqu'au bout de son livre, et c'est pour ça qu'Écris ton histoire est vraiment fait pour que, à la fin, les personnes aient leur livre entre les mains, on a accompli quelque chose. Et en fait, on est content d'être passé par cet état de dépression ou de tristesse, parce que ça a permis d'amener tout art qui soit, que ce soit la peinture, le chant, l'écriture, voilà. Donc ça, c'est la quatrième étape du deuil. La cinquième, c'est la résignation. Ça, c'est hyper important parce que si vous acceptez pas d'être dans cette étape-là, vous pouvez pas avancer. Alors, moi, j'avais beaucoup aimé lire un livre qui s'appelle Écrire pour se soigner de James Pennebaker. En fait, c'est un monsieur qui, dans les années 80, aux États-Unis, a fait reconnaître l'écriture comme un outil thérapeutique. Et ça, c'est hyper important et c'est libérateur de se dire ça existe. Donc voilà, il faut être OK avec ça. L'écriture est un outil thérapeutique. Et donc, du coup, ça fait du bien de se dire j'écris pour aller mieux. Voilà. Donc ça c'est important aussi. Puis après il y a l'acceptation qui va avec. On accepte forcément quand on crée quelque chose, on accepte un peu plus son état. Et puis je crois que le septième c'est la reconstruction. En tout cas moi ça me fait du bien d'écrire. Donc forcément ça aide à se reconstruire et je pense que quand on est dans un deuil, le fait de se faire du bien c'est déjà une bonne étape. Carrément. Et dans ce que tu dis. Je suis pas super objective, j'avoue, mais je retrouve les mots de mon conjoint sur l'épisode qu'on a enregistré justement avec Orios qui s'appelait Des mots sur les mots. Toi qui aimes bien les jeux de mots, des mots MOTS sur les mots MAX. Et en fait, il dit, j'ai envie de dire par la pratique, ce que tu viens d'exprimer par la théorie, parce qu'on est plus dans un épisode un peu plus théorique, plus général, plus dans cette notion d'outil de l'écriture. Et c'est exactement ça. Et comme tu l'as dit, il y a plein d'œuvres littéraires, littéraires ou de toute autre manière, qui prennent la colère, la tristesse, l'injustice, la honte, l'impuissance, peut-être tout ce volet d'émotions qu'on dit négatives, comme
comme fertiles. Moi, j'aime bien dire que la colère, la tristesse peuvent être fertiles, même si clairement on préférerait s'en passer. Ça fait aussi du bien de pouvoir se servir de ces émotions comme un terreau pour faire quelque chose. Et pour ça, la créativité au sens large, qu'importe l'art qu'on met derrière, ça peut être l'art-thérapie au sens très large. On parle aussi de... D'ailleurs, ce serait intéressant d'enregistrer un épisode là-dessus, je pense à voix haute, mais sur ce qu'on appelle les carnets de deuil, qui peut-être te parlent d'une manière ou d'une autre, où c'est le fait de transformer par la créativité et aussi par l'écriture, et notamment allié au dessin ou à la peinture, à cet aspect plus art plastique. Mais du coup, ça reprend exactement ce que tu dis, c'est transformer en fait quelque chose, transformer une douleur, transformer une peine, transformer le lien au défunt, transformer le lien au deuil, le lien à une situation finalement qui de base nous paraît pénible. Et pénible, le mot est faible, je pense même, d'une certaine manière. Ouais, complètement. Non, mais c'est exactement ça. Et je rejoins aussi. Alors, encore une fois, je suis ni psychologue ni thérapeute, mais ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que on a besoin, notre corps a besoin, notre esprit a besoin de créer. Et bien sûr qu'on va réfléchir à l'état dans lequel on est lors du deuil. Le fait de créer quelque chose et de le voir, et de voir cette création, que ce soit une peinture ou de l'entendre si c'est un chant, ou être dans cette action-là de créer, permet aussi au cerveau d'assimiler. Et alors moi je l'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça en faisant des recherches, et notamment j'avais appris que il y a une dame qui s'appelle Anne Krantz, qui est pareil américaine et qui elle faisait de la danse-thérapie, et moi j'ai trouvé ça hyper intéressant ce qu'elle avait expliqué, c'est-à-dire qu'elle avait un groupe de danseurs, elle les avait divisés en deux, et donc il y avait un groupe qui pendant leur heure de danse, admettons, reprenaient leurs affaires, allaient au vestiaire, changeaient leurs affaires, et puis avaient partagé le fait qu'ils avaient passé un bon moment. Et puis l'autre groupe, lui, prenait 10 minutes pour écrire ce qu'ils avaient vécu. Et elle s'est très vite rendue compte que le groupe qui écrivait, il se sentait beaucoup mieux. Et en fait, c'est exactement ça. Je garde toujours ça à l'esprit, je l'explique toujours aux clients, c'est le fait d'écrire ce qu'ils ressentent permet d'assimiler beaucoup plus les choses et d'être beaucoup plus libéré. L'écriture, c'est un petit peu comme... imaginons, on a un sac à dos dès la naissance, ok, on vit son chemin de vie, on a son sentier, et puis il nous arrive des choses, et on se rajoute à chaque fois une pierre dans ce sac à dos. Bon, forcément, au bout d'un certain temps, si on a plus ou moins vécu des choses difficiles, le sac à dos est lourd à porter, et l'écriture permet en fait de se dire, mais j'avais complètement oublié, mais en fait, cette 10e pierre-là, je vais m'en libérer parce que maintenant, je vais en prendre conscience. Je vais prendre conscience de cette pierre. Et donc, on se soulage de ça. Et le fait de bien comprendre ça, grâce à l'écriture, permet d'aller beaucoup mieux. Moi, j'ai vu réellement, j'ai vu vraiment des transformations de personnes qui avaient le dos courbé en venant me voir pour la première fois en me disant « je dois écrire parce qu'il faut que je me sente mieux » et qui se redressaient clairement pendant les séances d'écriture et étaient hyper rayonnante, ou rayonnant, mais c'est souvent des femmes qui écrivent, hyper rayonnante, et me dire ça me fait énormément de bien, et avait hâte de continuer leur séance d'écriture avec moi. Et donc ça, c'est la plus belle preuve que l'écriture fait du bien. Carrément. Dans le deuil, toujours, je parle du deuil. Et dans ce que tu dis, moi, c'est l'aspect, je dis souvent comme ça, dire et se redire est une thérapie. Et on pourrait dire s'écrire et se réécrire est une thérapie. Ouais, complètement. Ouais, ça marche, exactement. Et ça revient aussi au fait que pour moi, le deuil n'a pas de réelle fin, de réel point final. On revient toujours reposer un regard sur notre histoire, sur nos deuils, plus ou moins faciles, plus ou moins difficiles, plus ou moins impactants, qui ont plus ou moins perturbé notre quotidien. On redécouvre aussi parfois des ressources qu'on n'avait pas vues au premier regard. Ça, c'est quelque chose que j'ai aussi en accompagnement. En accompagnement, j'enregistre les séances pour pouvoir les fournir aux clients ou à la cliente. Pourquoi ? Parce que, comme je dis, en 1 heure ou 1h30 de séance, il se dit énormément de choses. Sauf que notre cerveau, il est sélectif, donc il retient les trucs déjà qu'il a envie de retenir, et de 2 qu'il est capable de retenir selon notre concentration à ce moment-là, notre disponibilité mentale, notre charge mentale, les factures qu'on a à payer, les problèmes qu'on a avant la séance ou après la séance, etc. Sauf que c'est comme quand vous regardez un film pour la 2e fois ou quand vous lisez un livre pour la 2e ou 3e fois, vous faites des liens en vous disant « mais
J'avais pas du tout vu ça la première fois que j'ai vu le film, mais maintenant je comprends ce qui se passe à la fin et que j'avais pas du tout compris. Et du coup, je remets tout en perspective et les choses prennent un autre sens. En fait, je trouve que c'est ça aussi avec le fait d'écrire sur soi, d'écrire son histoire ou de la dire oralement en thérapie ou en accompagnement, c'est un peu le eureka, quoi, de ah, ça y est, je comprends le truc que j'avais pas compris peut-être depuis des jours, des semaines, des mois ou des années. Et ça a un effet vraiment de catharsis. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Et c'est comme ça que je le perçois aussi avec les personnes que j'accompagne. Est-ce que c'est quelque chose qui fait sens ou pas pour toi? Ouais, non, mais complètement. Alors, il y a l'écriture et la relecture de ces écrits, et tu mets le point sur enfin, tu mets le doigt sur un point hyper important, c'est que l'écriture, un peu comme les enregistrements aussi vocaux, mais vont rester dans le temps. Et moi, je l'ai vécu avant de créer Écris ton histoire. J'ai toujours écrit à côté de mon ancien travail. Et je le vis encore aujourd'hui. Et c'est ça que j'aime dans l'écriture, c'est qu'en fait, les livres continuent à vivre après, à côté de nous, en fait. Et nous reviennent. Et c'est d'ailleurs aussi très agréable, donc du coup, de croiser des gens qui lisent vos écrits, ou alors ne serait-ce que de les partager encore 10 ans après et de dire, tiens, j'avais écrit ça, est-ce que ça te parle, etc. Ou même ne serait-ce que de se relire et de prendre un livre de sa bibliothèque et dire, tiens, je vais relire ce que j'ai écrit. Ou même de transmettre. Moi, j'ai 2 filles, 7 et 4 ans, et c'est hyper agréable. Je suis en train de vivre une vraie consécration. J'ai ma fille de 7 ans qui adore lire en plus, et qui est en train de lire un livre que j'avais écrit, qui était d'ailleurs en grande partie le récit de la rencontre avec leur maman, mon épouse. C'est très, très agréable. Et en fait, c'est aussi pour ça que j'ai voulu tutoyer mes clients et d'avoir des clients jeunes et de dire écris ton histoire. Parce qu'en fait, quand on écrit de son vivant en pleine force de l'âge et que l'on vit encore avec ses écrits, c'est hyper agréable. Et je dirais même c'est hyper agréable aussi pour le deuil, dans le sens où on sait qu'on a écrit sur quelqu'un qui est décédé, il sera toujours là. Et c'est tellement... ça fait tellement du bien. Alors sur le coup, ça fait pas du bien, mais ça fait tellement du bien de se dire, mais on va se rappeler de lui, ou d'elle, ou de la personne qui est partie. Son animal de compagnie. Enfin, moi, j'adorerais aussi que les personnes puissent écrire sur les animaux, en tout cas sur toute personne qu'on a perdue. Voilà, parce que le fait de revenir là-dessus, sur ces écrits, ça permet de leur redonner vie. C'est bête ce que je dis, mais je peux vous assurer qu'il y a une personne avec qui je l'ai accompagnée pendant un peu plus d'1 an sur ses écrits. Elle a dédié un chapitre à sa maman qu'elle avait perdue, et elle me dit, ce chapitre-là, je le relis mais constamment. Et en fait, rien que ça, je me dis, mais voilà, la mission est accomplie. Elle a réussi à faire quelque chose qu'elle n'aurait pas pu faire si elle ne l'avait pas écrite. Carrément. Et tu vois, dans cette notion de transmission, je trouve que c'est un cadeau, mais à plusieurs niveaux. C'est un cadeau qu'on se fait à soi, parce que comme tu l'as dit, on peut revenir dans le temps sur ce qu'on a écrit et reposer un nouveau regard sur les écrits qu'on a eus il y a 1 an ou 10 ans. C'est un cadeau qu'on fait à nos proches. Et donc, l'exemple que tu as donné avec ton livre et ce partage, cette transmission que tu peux avoir avec tes filles, c'est un cadeau qu'on peut faire aussi, comme l'exemple que tu viens de donner avec ta cliente, avec un proche qui est décédé ou un animal qui est décédé, ça en fait partie. Ou peut-être une part de soi-même. Je pense notamment peut-être à des personnes qui ont eu un burn-out, qui écrivent sur un burn-out et sur une identité passée de tel ou tel métier qu'ils ou elles ne sont plus aujourd'hui, mais qui a fait partie d'eux et qui, d'une manière ou d'une autre, fera toujours partie d'eux. L'ancien chapitre qui leur a permis d'écrire le nouveau. Et je trouve que c'est un cadeau qui se partage, cette notion d'héritage, de transmission. Tu disais autant à l'écrit qu'à l'oral. Moi, c'est aussi l'ambition avec ce podcast, justement. C'est déjà de partager et de transmettre à qui a envie d'écouter ou à qui a envie de lire. Mais je trouve qu'il y a vraiment cette notion de transmission. Et je trouve ça beau, en fait, dans l'histoire d'une vie, de pouvoir laisser un petit bout de soi, en fait, sur des feuilles ou sur un ordinateur, qu'importe comment on le concrétise. Est-ce que ça fait partie peut-être des attentes et des raisons pour lesquelles les personnes viennent vers toi aussi, justement, cette envie de transmission, ou c'est plus l'envie d'écrire pour se décharger? Est-ce qu'il y a les deux? Il y a forcément le côté écrire pour se décharger, tu l'as dit, mais est-ce que cette notion de transmission est présente aussi? Alors ça, c'est
hyper intéressant que tu me poses cette question parce que la première chose que je demande aux personnes, je leur dis d'abord écrivez pour vous, écrire pour soi. Je vais répondre en prenant ta question à l'envers. C'est-à-dire que bien sûr que c'est hyper important de transmettre et encore une fois, je parle que de ce que je vis. Et quand j'ai vu ma fille de 7 ans et demi lire, voilà, un bout elle a pas fini le livre, hein, il fait 500 pages. Et je lui en veux pas. Mais ce qui est hyper intéressant, c'était tellement mignon. Enfin, j'adorais la voir regarder le livre, lire le livre que j'avais écrit et qui expliquait comment on s'était rencontrés. Et puis aussi, qui expliquait aussi un voyage qui était en Inde. Et, et elle pose plein de questions, forcément. Elle se demande où est l'Inde, elle se demande comment on a fait, elle se demande comment était maman, etc. Alors quand en plus il y a des images qui viennent s'ajouter aux écrits, c'est super sympa pour transmettre. Mais c'est vrai que la première chose que je dis aux personnes, c'est oui, vous allez transmettre. Oui, votre livre va vivre après vous et même va perdurer dans le temps une fois que vous serez plus là. Et c'est ça qui est hyper intéressant aussi, c'est de se dire qu'en fait, ces écrits restent. Et donc, du coup, ça va permettre à des générations. Enfin, moi, j'ai des clientes qui écrivent et qui écrivent aussi sur une généalogie. On a fait une généalogie jusqu'à 1500. Alors, voilà, on n'a pas l'histoire de cette personne, mais c'est hyper intéressant de recouper certains vécus et de se dire, tiens, c'est marrant. En fait, c'est un cercle qui ne s'arrête jamais. On revient un peu les choses. Bon, c'est un autre sujet. Mais donc, du coup, il y a cette transmission et de se dire que ça va perdurer dans le temps. Et ce qu'on fait en 2024, peut-être qu'en 2042, ça va paraître hyper, un peu comme nos ancêtres, mais en fin de compte, on le transmet. Pourquoi il faut d'abord écrire pour soi ? Parce qu'il faut d'abord se faire du bien à soi-même. Voilà. Et c'est parce qu'après on écrit et que l'on écrit pour soi que l'on transmet. Mais j'ai envie de te dire, c'est un peu ce qu'on se disait tout à l'heure avant de commencer le podcast. Dans tout ce que l'on doit faire, il faut d'abord le faire pour soi-même et pour le plaisir. Et pas essayer de savoir si ça va se vendre ou si ça va fonctionner, etc. C'est juste le faire pour soi. Et parce qu'on prend du plaisir à le faire, on peut le transmettre. Moi, j'adore transmettre mes 2 livres. Alors, je les écrirai sûrement pas de la même manière aujourd'hui. Je serai... en tout cas, j'ai un œil beaucoup plus critique aujourd'hui, mais je les ai écrits, j'avais 20 ans, j'en ai 38 aujourd'hui. J'ai beaucoup plus d'expérience dans l'écriture. J'accompagne maintenant des personnes à écrire et voilà. Je suis pas du tout parfait dans l'écriture, au contraire, loin de là, j'apprends tous les jours. Mais je prends du plaisir à écrire et je prends du plaisir à le transmettre parce que ça m'a fait du bien de l'écrire. Et donc, du coup, quand la personne me pose la question « Ah, mais pourquoi t'as écrit ça ?» Mais parce qu'en fait, j'avais envie de l'écrire. Et aujourd'hui, je sais que je suis totalement légitime à le transmettre à mes enfants. Et ça, c'est hyper intéressant de se dire on l'écrit d'abord pour soi, pour se faire du bien. Donc, quand on est en deuil et qu'on écrit pour soi, ne serait-ce que de répondre à la question « Pourquoi tu le fais ?» Parce que ça me fait du bien et parce qu'en fait, j'ai envie de le faire. Et maintenant, si je le transmets parce que tu vas savoir... qui était cette personne pour moi ou qui était cette personne d'une manière plus globale, tant mieux. Parce que du coup, la personne se souvient d'elle et se dit, tiens, je ne savais pas, telle ou telle personne dans la famille était comme ça. Donc ça, c'est vraiment... voilà, mais il faut d'abord écrire pour soi et après, on transmet et après, on a le plaisir de transmettre. Carrément. Et je trouve ça super intéressant sur ce que tu dis sur cette notion de transmission, héritage, partage, souvenir. L'anecdote que tu racontes avec ta fille où tu dis justement, elle pose des questions. Je trouve ça génial. Ça me fait écho à un épisode avec Chloé qui a perdu sa maman à l'âge de 10 ans et où justement, elle le dit très justement dans l'épisode, c'est que en plus, elle a perdu ce lien avec sa famille maternelle suite à ce décès qui était en plus de ça un suicide. Elle ne connaît pas réellement sa maman. Parce que quand on est jeune, on ne pose pas beaucoup de questions aussi à nos parents. Quand on est petit, on a envie de manger nos chocs à pic le matin, notre petit goûter, notre pain au chocolat, ou la chocolatine pour ceux qui sont du Sud. Pas de inclusif sur ce podcast, essayons, même si on n'est pas parfait. Mais justement, je trouve ça intéressant et ça me donne l'envie de te poser cette question. Tu l'as dit tout à l'heure et je ne l'ai pas relevé, mais je vais le relever maintenant. Tu te destines aussi à écrire et à avoir un public plutôt jeune. Et c'est un peu ce côté où on peut se dire « Ouais, ça va, j'aurai le temps sur mes vieux jours d'écrire, j'aurai plus rien à faire à la retraite, tout ça. » Toujours est-il qu'est-ce que la retraite existera ? C'est aussi une autre question. Mais finalement, pourquoi écrire quand on est jeune et pourquoi ne pas attendre, tu vois ? Est-ce que ça fait partie peut-être des raisons aussi pour lesquelles tu as envie de t'adresser à un public jeune ? Et si c'est le cas, quel est le message que tu as envie de leur porter aujourd'hui ? Sachant que jeune, c'est au sens large. Hein. Pour moi, on est jeune même à 30, 40, 50 ans. C'est aussi une question dans la tête. Mais c'est cette question en fait, derrière, de ne pas procrastiner sur des projets qui nous tiennent à cœur.
pour nous, pour revenir à ce que tu disais d'écrire pour soi? Ouais, c'est exactement ça. Alors, ouais, c'est tout à fait. En fait, être jeune, bon, c'est dans la tête, mais il y a le côté ne pas écrire à la dernière minute. Ça, c'est quelque chose que je voulais éviter dans mon quotidien, dans ma vie au quotidien en tant que biographe. Pourquoi j'aime bien intituler mon métier écrivain de famille? Parce qu'il y a vraiment cette transmission de famille. Et je trouve qu'il y a une vraie différence entre écrire en fin de vie sur sa vie, c'est passionnant. Hein. J'ai pas encore accompagné de personnes en fin de vie en soins palliatifs. J'ai des confrères et des consoeurs qui ne font que ça. Mais je trouve que c'est d'autant plus intéressant d'écrire, d'accomplir. Bon, déjà, écrire, c'est comme tout art, c'est un peu comme un sport. Il y a de la dopamine qui arrive. On a créé quelque chose, on se sent bien. Et c'est hyper intéressant et hyper agréable, en tout cas pour moi, qui accompagne les personnes à écrire, de voir que les personnes se sentent bien grâce à l'écriture. Bon, quand on est en fin de vie, c'est un peu plus délicat. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il y a ce premier point-là, c'était de dire, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Écrivez quand vous pouvez vivre avec vos écrits. C'est-à-dire que, puis prenez plaisir de vous dire que vous avez écrit votre livre. Et moi, j'ai une cliente qui me dit, ça me fait tellement plaisir de me réveiller le matin, de me dire j'ai mon livre, et elle le voit, elle le regarde et elle se dit, bah chouette, j'ai accompli. Alors, il y a ça, et il y a le fait de transmettre. Moi, quand j'avais 20 ans, alors j'avais vraiment envie d'écrire parce que j'avais une to-do list que j'avais faite il y a très 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 longtemps, quand j'avais à peine 10 ans, et il y avait écrire un livre. Ne me demande pas pourquoi, je sais même plus pourquoi, mais ça a du sens aujourd'hui en tout cas, puisque j'en ai fait mon métier. Mais ce que je voulais remplir cette to-do list, et après ce voyage en Inde, j'avais plein de personnes qui nous posaient des questions, qui nous disaient, mais alors c'était comment tout, mais vous avez vécu un truc de fou, etc. Et à force de répondre aux questions, j'ai dit, mais je vais l'écrire. Je vais l'écrire parce que je sens que ça peut intéresser certaines personnes de se rendre compte comment on a vécu ce voyage. Je l'ai vécu, en fait. Et le fait d'avoir ce livre et de pouvoir le transmettre de mon vivant, et aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans, maintenant 15 ans que je l'ai écrit, c'est hyper intéressant de voir que ce livre revient. Voilà. Alors après, je suis à l'aise dans la transmission de ce livre, mais moi, ce qui me plaît, c'est de dire que maintenant, avec mes clients, ils écrivent pour eux et ils écrivent pour le transmettre, mais dans un cercle restreint, pas pour vendre. C'est deux choses différentes. Écrire pour vendre, c'est pas du tout la même écriture. Écrire pour soi et pour et transmettre, c'est vraiment deux choses différentes. Et je trouve que c'est ce qui est le plus intéressant, c'est d'écrire pour transmettre. J'adore lire plein d'auteurs différents, des thrillers, plein de thèmes et de styles différents. Mais moi, ce qui m'anime aujourd'hui en tant que biographe, c'est d'écrire pour transmettre. Parce que du coup, j'ai des personnes qui me disent, mais grâce à l'écriture, du coup, je me suis renseigné, j'ai été voir ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, ou mon grand-oncle, ou la personne que ça faisait 10 ans que je n'avais pas revu, etc. Et on s'est rabiboché, on s'est revu, on s'est renvoyé. Et en fait, c'est hyper agréable de se dire que l'écriture permet aussi de recréer des liens. Et donc, du coup, de se dire, tu vois, tu voulais écrire et tu t'es rendu compte que par le biais de l'écriture, tu as recréé des liens de ton vivant. Et du coup, tu vis pas du tout de la même manière. Parce que tu lis avec ton livre, et après, je leur dis toujours, vous allez voir, vous allez vivre deux étapes différentes. Le moment où vous l'avez écrit et le moment après où vous le donnez, vous l'offrez. Et du coup, c'est des portes ouvertes incroyables, quoi. Et voilà pourquoi j'ai voulu faire écrire ton histoire. Je veux m'adresser à un public jeune parce que déjà, j'estime que tout le monde a quelque chose à raconter et à écrire. Et en fait, je dis souvent en rigolant, faut pas forcément être une star, faut pas faire forcément les marches de Cannes pour pouvoir écrire sa vie, son histoire. Alors, il y a une légitimité qui est hyper intéressante à avoir. C'est un peu aussi... il y a cette légitimité-là qui est très intéressante. Et en fait, on se rend compte que les personnes se sentent de plus en plus légitimes à force d'écrire. Et de se dire, oui, c'est ma vie, donc j'ai le droit d'en parler. J'ai le droit de le dire. Et tout comme un deuil, c'est mon deuil, c'est la personne que j'ai. Et j'ai le droit d'être malheureux, ou au contraire, j'ai le droit de ne pas vivre le deuil de la même manière que quelqu'un d'autre. Voilà. Et on a le droit aussi d'avoir le deuil dans la joie et la bonne humeur aussi. C'est hyper important de le rappeler. Et le fait de l'écrire, ça fait du bien. Et le fait après de pouvoir en parler avec des écrits qui restent, tu l'as dit tout à l'heure, en fait, quand on parle, on oublie 60% peut-être de ce qu'on raconte.
Et souvent, en soirée, on parle. Et parfois, on parle de choses et d'autres qui nous sont très, 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 voilà, très proches, très importantes. Et le fait de les écrire permet de dire, mais je l'ai écrit. Donc, du coup, je sais que je suis légitime de le penser. On peut pas me dire, bah non, c'est pas vrai, tu l'as pas dit. Je l'ai écrit. Voilà. Bon, voilà. Donc, c'est hyper important de le faire de son vivant et en pleine force de l'âge. Carrément. En fait, ce que je retiens je retiens plein de choses, mais si je dois tirer peut-être 1% de notre échange, j'ai envie de le dire comme ça, c'est que écrire, c'est un processus vivant. Justement, on parlait d'étapes, de chemin, de revenir sur son passé, etc., son présent, avec cette notion de temps. Et c'est un processus qui rend vivant aussi et qui se vit. Enfin, il y a vraiment cette notion de vie, et y compris quand on parle de deuil dans ses écrits. Et c'est là où je trouve que on voit que vie et mort sont les deux faces d'une seule et même pièce et pas séparées l'une de l'autre. En tout cas, c'est ce que tu m'as transmis à moi aujourd'hui. Et du coup, je voulais vraiment te remercier pour ça, Gauthier. On touche tout doucement à la fin de cet épisode, même si je n'en doute pas, il y a encore 1000 choses à dire. Et j'espère que tu pourras avoir d'autres interviews pour pouvoir passer les mots écrits aux mots oraux, verbal, passer par la parole. On retrouvera bien entendu tous tes liens en description si les personnes ont envie justement d'écrire leur histoire de leur vivant en pleine force de l'âge ou un petit peu moins jeune, ça marche aussi. On est ouvert à tout. Est-ce qu'il y a quelque chose que t'as pas mentionné dans cet épisode et qui te tiendrait à cœur de dire? Si c'est le cas, je te laisse ta parole. Et si c'est pas le cas, est-ce que tu as un petit mot de conclusion? Comme tu dis, on pourra en parler encore pendant des heures. Non, le vrai mot que je voudrais dire à tout le monde, c'est tout le monde peut écrire, surtout tout le monde. Ne vous freinez pas, ne vous dites pas non, c'est pas pour moi, je suis pas capable de. Faites-le, écrivez. Ressortez votre carnet, votre journal intime quand vous aviez 5 ans, rouvrez le petit cadenas, réécrivez et faites-le pour vous-même, et après prenez le plaisir de le transmettre si vous avez envie, bien sûr. Il y a des choses que vous pouvez garder pour vous, on a tous le droit d'avoir un jardin secret, c'est très important, mais c'est hyper important d'écrire parce que même si ça reste dans un journal, voilà, ça fait du bien. Ça fait du bien au corps et à l'esprit. Carrément. Et moi qui suis aspect challenge, je vous challenge à justement éteindre cet épisode quand il sera fini, à enlever votre casque, vos écouteurs ou tout ce que vous voulez, à sortir une feuille et un stylo et à écrire. Et n'hésitez pas à venir nous le dire sur les réseaux ou même par mail, à nous contacter et à nous dire pas forcément ce que vous avez écrit, mais en tout cas que ça vous a fait passer peut-être à l'action, et qu'est-ce que ça vous a fait, est-ce que ça vous a fait du bien ou pas, et qu'est-ce que vous en avez retiré. Donc merci énormément Gauthier pour cet échange. Merci à toi. Et je te dis dans tous les cas à très vite. Avec plaisir, à très vite. Un grand merci pour votre écoute, votre attention et votre fidélité sur ce podcast. J'espère que ce dernier épisode vous a inspiré et vous permettra d'envisager votre reconstruction. Si vous ressentez le besoin d'être soutenu et accompagné dans votre processus de deuil, nous pouvons en discuter directement lors d'une séance découverte gratuite. Les liens sont en description. Ensemble, changeons notre façon de voir la mort, et pour cela, je vous donne rendez-vous ici même dès lundi prochain.